Bienvenue dans l'ascenseur, vous êtes offert par L'Oréal, entreprise engagée pour l'égalité des chances. Leur réussite est remarquable et pourtant on ne parle jamais d'eux. Ces femmes et ces hommes ne sont ni top modèles, ni footballeurs, ni humoristes. Ils sont responsables des ressources humaines, chefs d'entreprise, directeurs commerciaux, entrepreneurs, avocats, médecins. Et pourtant, pour eux, c'était loin d'être gagné au départ. Tous sont issus de milieux modestes et tous ont déjoué les lois de la reproduction sociale. C'est parce qu'ils sont bien plus nombreux qu'on ne le dit, parce que leurs récits sont hyper inspirants, que je leur tends mon micro. Je m'appelle Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et je travaille depuis des années sur l'égalité professionnelle et l'égalité des chances. Mon podcast, Bienvenue dans l'ascenseur, veut donner une voix à ces personnes au parcours incroyable que j'ai eu la chance de croiser. Bienvenue dans l'ascenseur. Être originaire d'un milieu social moins favorisé, je pense que m'a donné de la force. Pour moi, il n'y a pas de meilleure motivation que l'espoir que vos parents peuvent porter en nous. Mon travail a été pour moi un élément de réussite. En tout cas, ça a été mon ascenseur. Aujourd'hui, je rencontre David Ao, qui a grandi dans une famille nombreuse d'origine vietnamienne, au milieu d'une fratrie de 8 enfants. Il a 36 ans et il est chef d'entreprise. Bonjour David Ao, merci d'être avec nous aujourd'hui. Entrons ensemble dans votre ascenseur social. Quand vous vous regardez dans le miroir, qui voyez-vous aujourd'hui ? Bonjour Anne-Cécile, merci de m'accueillir. Je m'appelle donc David Ao, j'ai 36 ans. Je suis le créateur et le fondateur de la marque Dao, une marque de jeans responsable, qui est née à Nancy. Je vis donc à Paris 10. Je suis en concubinage, exactement, fiancé. Et j'ai un petit garçon de 19 mois maintenant. Qui s'appelle comment ? Benjamin. David, d'où partez-vous dans la vie ? C'est quoi votre rez-de-chaussée ? On vivait à Troyes, donc dans une maison située entre ce que j'appelle un quartier et puis la ville. On a toujours été entre les deux, c'est assez rigolo. Une grande maison de ville. On était donc une 10. Et on était véritablement à la maison. Nous, on n'allait pas à la cantine, je me rappelle. On mangeait toujours à la maison. Et ma mère tenait à nous faire à manger, etc. tous les midis, c'était super important. Et du coup, c'est vrai que j'ai commencé à véritablement apprendre comment ça se passait à l'extérieur justement en allant à l'école, notamment au lycée. C'est assez drôle ça. Comment dire, lorsque on vient d'une famille asiatique, on n'a pas forcément les codes, on n'a pas forcément les us et coutumes de ce qui se passe chez nos copains, chez Victor, chez Manuel, chez qui sais-je. Et du coup, c'est vrai que j'ai commencé à apprendre la vie sociale française, je dirais, comme ça. J'ai une anecdote comme ça. En fait, la première fois que je mange, par exemple, c'était quoi C'était du... comment ça s'appelle ? Du foie gras, voilà, du foie gras. C'était chez Frédéric Lécuyer, je me rappelle, c'est son nom. Il avait le vidéoclub de la ville. C'est la première fois que je voyais aussi chez lui une piscine intérieure, chauffée. Et en fait, quand il me fait, son père, qui m'aimait bien, me fait goûter pour la première fois du foie gras, et en fait, je pensais que c'était du pâté. Et typiquement, et en fait, moi je l'étale en fait voilà, je l'étale sur. Et en fait, Frédéric me regarde, il vient, c'est pas comme ça qu'on mange le foie gras. Et il me dit, tu le poses comme ça, et tu le manges. Ah, j'ai dit d'accord, ok. Bon, pour vous c'est comme ça, et pour moi c'est toujours la même chose en fait. Mais et en fait, c'est des choses comme ça, des codes qui font que moi j'avais pas encore à cette époque. Mais je trouve ça hyper intéressant, cette vision différente. Et chez nous, chez les Dao, tout était relativement normal, je dirais. Moi, je viens d'une fratrie de 8 enfants. Avec mes parents, on était 10. Mes parents sont arrivés en France fin des années 70, début des années 80, du Vietnam, en tant que réfugiés politiques. Et je suis né quelques années plus tard à Troyes,
Voilà, et c'est là où ma famille s'est installée et a vécu jusqu'à mes 18 ans. Et donc j'ai eu l'envie de faire le métier que je fais aujourd'hui assez tôt, je me rends compte maintenant. Alors, le métier d'entrepreneur. Voilà, celui de et à la fois entreprendre, mais au début, quand on a 11-12 ans comme j'avais à l'époque, c'était surtout de dire je veux faire quelque chose, et ce quelque chose c'était créer des vêtements et notamment des jeans. Alors c'est très très tôt, je me rends compte maintenant. Et donc à l'âge de 11-12 ans, je me suis dit voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, parce que grâce à, ou parce que ça dépend comment on se place. J'ai donc 2 frères au-dessus de moi. Et à l'époque où moi j'allais en cours, les jeans troués c'était pas trop à la mode. Et il y avait que mon papa qui travaillait. Ma mère forcément, comme on était 8, s'occupait à plein temps de nous. Et il faisait quoi, votre père? Il était en fin de chaîne chez un équipementier automobile. Il mettait des pièces dans des cartons toute la journée. Et donc ma mère donc s'occupait de nous à la maison, et en s'occupant de nous, elle avait aussi une machine à coudre à la maison pour notamment nous faire des coussins, ce genre de choses. Et la fameuse rentrée de 6e que tout le monde connaît. Je me rappelle que mes parents n'avaient pas pu m'y accompagner. J'avais des vêtements troués à cette époque. Non pas parce que j'avais envie, mais tout simplement parce que mes parents, voilà, ils n'avaient pas l'occasion de m'acheter des vêtements neufs à ce moment-là. Et puis donc j'avais récupéré les vêtements de mes frères, qui n'étaient pas très soigneux. Et donc en les récupérant, je me suis senti un peu dévisagé. Voilà, c'est cette sensation-là que j'ai eue en rentrant en 6e, et pour ne plus ressentir ça, en fait, j'ai commencé moi-même dans ma tête de me dire, moi je peux peut-être y faire quelque chose. C'est bizarre quand je dis ça comme ça, parce que j'ai l'impression de parler à un autre adulte, alors que j'avais que 11-12 ans. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé vers la machine à coudre de ma mère naturellement, et j'ai commencé à faire ce que j'appelle de la couture entre guillemets. Ma mère appelait ça faire du n'importe quoi, mais mais en gros voilà, j'ai commencé à rapiécer les jeans de mes frères, et pour aller en cours ensuite. Quand on est ado, quand on arrive au collège, lycée, on a envie d'être un peu cool, et je crois que le fait d'être cool, ça passait pour moi en tout cas par faire ce type de choses là, et en fait d'une nécessité, c'est devenu ma passion. Et en fait, je me suis retrouvé au lycée à être un peu la coqueluche du lycée, dans le sens où tiens, il fait des pantalons, il fait des trucs, il fait des créations. Et puis moi, je faisais ça de manière totalement intuitive, instinctive, de manière autodidacte. Donc voilà, effectivement, de ces moqueries, je dirais, effectivement, on est passé à quelque chose d'un peu plus passionnant pour moi, quoi. Bienvenue dans l'ascenseur. Mais alors, vous étiez bon élève? Alors, j'étais bon élève sans vraiment travailler. J'ai passé toutes mes classes sans doubler. J'ai une bonne moyenne en vérité, et c'est surtout la dernière année, l'année du bac en terminale, où j'ai pas décroché, mais comme on a eu des problèmes familiaux, voilà, ça a été un peu complexe, mais mon père m'a demandé d'avoir mon bac avant d'entrer dans la vie active ou de continuer les études. Et en fait, j'ai eu mon bac pour mon père, parce que moi, honnêtement, j'étais plus vraiment intéressé. J'avais en tête véritablement de monter mon truc. J'ai mon bac, et ensuite, après ça, je me voyais pas faire des études supérieures, non pas parce que j'étais pas les capacités de le faire, mais je me ressentais vraiment d'aller sur le terrain, de me confronter à un public, avec une entreprise, travailler dans une entreprise. Et c'est comme ça, en fait, que je suis parti de Troyes, et je suis arrivé à Nancy. Et à mes 18 ans, donc naturellement, j'ai commencé à vouloir travailler. Et tant qu'à faire, si ça pouvait être dans le métier que je voulais ensuite embrasser, dans le jean notamment, et j'ai commencé tout bonnement par la case tout en bas. J'ai commencé à être vendeur pour des marques de jeans. J'ai aussi omis cette part de ma vie qui est à 18 ans, je perds mes parents. C'est-à-dire? En fait, je perds mes parents. Les deux? Les deux, voilà. Mon père, en fait, décède d'un double AVC, et ma mère d'un accident de voiture la même année. C'est la vie. Je crois qu'à un moment donné, il faut... Vous aviez 18 ans? Ouais.
Et c'est la vie, c'est... Alors maintenant j'en parle avec forcément beaucoup de recul, hein, j'ai 36 ans, donc moi-même je suis papa, j'ai comment dirais-je, travaillé dessus, voilà. Et en fait ma bouée de sauvetage un peu c'était ce rêve en fait de me dire voilà je vais monter ma boîte. Pourquoi Nancy en fait? Tout simplement parce que j'avais des attaches familiales là-bas, j'avais 2 de mes sœurs qui s'étaient installées. Et puis naturellement, on s'est rapproché, je me suis rapproché de ma famille. Sur le plan professionnel, vous décidez de débuter comme vendeur dans des boutiques de jeans. Mais sur le plan familial, personnel, comment se passe votre vie à l'époque? Je pense que pendant une année, je pédale dans la semoule, pour pas dire autre chose. Bien sûr. Je pense qu'il est logique, finalement. Et ce qui me raccroche à une vie, on va dire, normale, parce qu'il y a plein de... il y a différents types de comment dirais-je, de personnalités face à ce type d'épreuve. Et moi, plutôt que de me morfondre dans ce qui pourrait être normal, se dire c'est difficile, comment je vais faire ensuite, etc. Je me suis pas vraiment posé cette question-là. C'est comment je suis dans l'océan. Je sais pas très bien nager parce que je suis pas bien fini en tant qu'adulte, en tout cas. Oui, 18 ans. 18 ans, voilà. Et je suis sur une bouée de sauvetage, voilà, et je me dis comment je fais pour continuer à flotter, pour continuer à avancer. Et puis dans quelle direction avancer surtout. Bah oui. Et puis le travail finalement c'était c'était ma bouée de sauvetage plus. Et ça m'a donné une direction vers une rive, vers une plage sur laquelle un peu m'installer, un peu d'arrêter de nager mais d'être sur quelque chose de la terre ferme. Quelque chose de plus stable. Exactement, qui a permis de structurer aussi un peu ma pensée, de rester vraiment concentré là-dessus, focus, histoire de justement éviter les pièges de la dépression, de tout ce genre de choses. Alors des pièges non, c'est des mécanismes de survie, de défense, de son psychique. Mais moi, je pensais pas véritablement ça. Je suis resté focus. Je me rappellerai toujours, mon dernier patron qui s'appelait Maxime me dit, il me prend entre 4 yeux, il me dit écoutez, Davy, vous êtes très jeune, vous avez 24 ans, vous êtes bon dans ce que vous faites. Est-ce que vous n'avez pas envie de prendre des responsabilités supplémentaires? Est-ce que ça vous botte? Est-ce que ça... Et je me rappelle, on était à un restaurant, on mangeait un très bon restaurant japonais d'ailleurs. Et je lui dis, en fait, Maxime, moi, si j'ai demandé à vous voir, c'est pas pour continuer, c'est pour m'arrêter. Et il me dit, ah bon, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire et tout? En fait, moi, j'ai un rêve de gosse, un rêve d'ado qui était de monter ma marque de jeans. Et lui, en fait, il avait plein de boutiques qui faisaient notamment du jean. Et il me dit, écoutez, si un jour je peux vous aider, bon courage, bon vent. Moi, je vais vous aider à sortir de là. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Bienvenue dans l'ascenseur. Et donc, à 24-25 ans, on se pose des questions. Et la première question, c'était pourquoi moi je suis né en France? Pourquoi mes parents sont arrivés en France? Comment ils se sont rencontrés? Comment... pourquoi la France aussi? Et pour ça, j'avais besoin de retourner là où mes parents se sont rencontrés parce que j'avais encore de la famille, à Ho Chi Minh Ville, donc dans le sud du Vietnam. Et je pars en tant que... j'aime pas dire expatrié, mais migrant. Je migre de manière professionnelle là-bas pendant 1 an. Pendant 1 an, d'accord. Pendant 1 an, ouais. Et il y avait quoi comme arrière-pensée? Déjà de découvrir ça de mes parents, ça c'était vachement important. Et puis derrière de me dire, en France, à l'époque, c'était 2011-2012, ça, ouais, 2011-2012, les ateliers qui fabriquaient des jeans, ça courait pas les rues. Le Made in France, c'était pas trop ça. C'était pas là-dessus. Et je me dis, je suis en Asie, je suis un peu dans l'atelier du monde, et je me dis, il y aura bien un atelier dans lequel je vais pouvoir pointer mon nez et regarder un petit peu comment ils font. Voilà. Et c'est comme ça que j'avais des oncles, des tantes, des cousins, des cousines sur place, notamment dans la famille du côté de mon père, qui m'aident justement à introduire dans ce milieu-là. Et donc et tout est très simple là-bas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voulez quelque chose, vous avez un peu d'argent dans la poche, ça va vite, ça avance, et puis on apprend. J'ai pris en 1 an d'expérience, j'ai pris énormément de
étant autodidacte, j'apprends là-bas, à comment ça se goupille un atelier, la façon dont on travaille, quel type de machine, la façon dont on coupe, la façon dont on fait des patrons, la façon dont on parle avec des clients, etc. Et je voulais aussi apprendre le vietnamien que je connaissais déjà, mais que je connaissais pas très bien finalement. Et donc je me perfectionne là-dedans. Et en fait, j'apprends aussi par cet intermédiaire l'histoire de mes parents. Donc on me raconte via la bouche notamment de mon oncle. Et qui me dit, bah voilà, ça s'est passé comme ci, comme ça, c'est comme ça que vous êtes arrivés, tes parents se sont rencontrés comme ça. Et donc, je comprends effectivement à ce moment-là que je comprends pourquoi en fait mes parents aussi, à la fin de leur vie, ont eu beaucoup de problèmes de eux-mêmes, parce que quand on quitte tout, finalement, c'est encore beaucoup dans l'air du temps aujourd'hui. Hein, on quitte tout et qu'on arrive dans une terre d'asile, sur une terre d'asile. Se reconstruire, bah justement, il y a deux types de personnes. Soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. Et j'ai cette impression que mon père, lui, y est arrivé dans le sens où il s'est dit, voilà, j'ai ma vie ici maintenant. Et ma mère, elle, en l'occurrence, j'ai compris plus tard, bien plus tard, que elle, malheureusement, ne s'en est pas véritablement remise. Vous êtes donc à 24 ans, 25 ans à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Vous faites votre apprentissage de l'entrepreneuriat, dans la fabrication de jeans, etc. Et donc finalement, ça veut dire que vous décidez de fabriquer vos jeans au Vietnam? Je me rends compte que dans ce que je vois, il y a des choses qui pour moi ne sont pas logiques, avec mes yeux d'occidentaux. Parce que j'ai beau être né de parents tous les deux asiatiques, je suis né en France, je suis allé à l'école en France, donc j'ai des yeux pour moi d'occidentaux. Et donc je rentre en France au bout de quelques mois, et je rentre à Nancy. Et je m'installe pour commencer mon entreprise, je m'installe dans mon appart d'étudiant de l'époque qui faisait 21 mètres carrés. C'est à ce moment-là que vous décidez de fabriquer en France, finalement? Ouais, et en fait, à ce moment-là, je me dis, là-bas, j'arrive pas au niveau des quantités de ce qu'ils me demandent, je suis pas OK avec la façon dont ils fabriquent. En tant que consommateur, on n'a vraiment pas conscience, et encore même là récemment, je me suis rendu compte que les gens n'avaient pas du tout conscience de ce que ça pouvait engendrer en termes de pollution. Moi, j'ai vu des choses, on m'a dit, là-bas, on appelle ça les wash, donc les délavages. Et je vois des ateliers, il faudrait y être, parce que au Vietnam, il fait en moyenne 30 degrés à l'année, avec à peu près 80-90% d'humidité. Toute l'année, à peu près. Et là, vous rentrez dans ce type d'endroit, il fait facilement 45-50, déjà premièrement. Donc, vous vous doutez bien que les gens qui travaillent dedans, ils sont pas de pays, parce que c'est souvent 4 murs, un toit en tôle. Donc, ils sont en short, pas de chaussures, torse nu. Ils balancent des produits chimiques dans les grosses lessiveuses comme ça énormes avec des tonnes de jeans à l'intérieur. De la flotte qu'ils envoient effectivement, et ensuite il n'y a pas de station d'épuration à côté, tout est renvoyé dans les tonnes d'à côté. On a des ruisseaux qui sont tout bleus tout autour. Et en fait ils sont pas au centre-ville, ils sont bien évidemment en extérieur. La mairie de Ho Chi Minh Ville aimerait bien s'en débarrasser, malheureusement ils peuvent pas parce que ils font travailler des gens aussi. Voilà, et en fait pour chauffer l'eau, parce qu'il faut chauffer l'eau, il faut, c'est pas au gaz, c'est pas au charbon, c'est au bois. Et le bois, on fait venir de pays comme le Laos ou le Cambodge, donc il y a des troncs d'arbres qui sont larges comme mes deux bras. Et il y a une personne qui est là toute la journée à fendre du bois et qui chauffe une chaudière qui fait, je sais pas, peut-être 15 mètres de long, un truc comme ça. Donc quand on a la chaudière, il fait bien 60 degrés là-dedans. Et puis, en fait, on arrive, c'est un terrain vague. En gros, et puis ils ont mis ça dessus, il y avait un point d'eau, c'est super, et puis on voit toutes les eaux usées directement comme ça. Dans la nature. Dans la nature, et en fait, moi je vois ça, je lui dis, oula, en fait, les délavages, en fait, j'en ai vendu des jeans comme ça, donc tout ne se fait pas comme ça, mais une partie, en tout cas, se fait comme ça. Et j'en ai vendu, et je me dis, mais en fait, c'est juste pas possible, quoi.
Vous avez 25-26 ans. Ouais. Vous êtes dans votre petit appart à Nancy. C'est ça. Et vous montez votre boîte de fabrication de jeans. Vous fabriquez vous-même? Comment ça marche? C'est exactement ça. En fait, j'apprends au Vietnam à fabriquer un jean. Et en France, je commence à acheter des machines sur des petites annonces sur Internet. De vieux tailleurs, je parcours la France. Et donc, j'ai commencé avec ces machines-là. Et en fait, dès 6 ans, j'ai passé en boutique. J'ai des clients qui m'ont suivi en fait en tant que client. Et donc, c'est à eux que j'ai fait les premiers jeans. Et à la base, j'étais vraiment, on va dire, tailleur de jeans. Et donc, j'étais dans 21 mètres carrés. J'avais 4 ou 5 machines. J'avais mon clic-clac. Ma salle de bain, je crois, était plus grande à un moment donné que ma pièce à vivre. Et j'avais mes rouleaux de tissu qui arrivaient du Japon. J'avais des tissus qui arrivaient de France aussi et tout. Et je commence comme ça. Et je me rappelle que ma table de coupe, c'était mon armoire de fringues. J'avais posé une table dessus. J'avais posé une plaque dessus. De médium, et en fait j'étendais mes jeans et je les coupais comme ça à la main. C'est un jour, en faisant un ourlet à un de mes clients, qui me dit Florent, il s'appelle. Florent, il me dit Davy, pourquoi je comprends pas pourquoi tu restes dans ton appart, parce qu'en fait tu vois c'est cool ce que tu fais et tout. Pourquoi tu t'installes pas dans une boutique? Mais il dit ça de manière un peu naturelle quoi. Pour lui c'est normal quoi. Et du coup, je me dis ouais, c'est pas bête et tout. Je commence à faire imaginer un BP, me faire suivre par une pépinière d'entreprise. Puis je commence à avoir mes crédits. Puis finalement, ça se fait. Je commence à avoir, je monte mon truc et je m'installe au 5 rue Saint-Nicolas. On est encore installé aujourd'hui au 5 rue Saint-Nicolas à Nancy, à 367 pas de la place Stanislas. On est installé dans 72 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et à l'époque, donc je ramène toutes mes machines là-dedans. Et c'est effectivement à ce moment-là où j'ai des clients qui viennent, et je me rends compte des clients qui viennent chez moi, des clients qui sont des patrons de grosses boîtes du côté de Nancy, qui font 10, 15, 20, 60, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui me disent « Non mais Davy, tu te rends pas compte en fait de ce que tu es en train de faire. » Donc ça, ce sont les soutiens qui vous ont permis de grimper très rapidement. Vous étiez déjà au plus 1 et ces alliés vous permettent d'accéder à quel étage? Je fabriquais un jean par jour à l'époque. J'en faisais 30 par mois, et c'est pas comme ça qu'on vit. Ouais, bien sûr. C'est pas comme ça qu'on vit. Et donc, à un moment donné, je me suis dit non mais c'est trop difficile, je vais arrêter. Sauf si je trouve quelqu'un. Pour travailler avec vous? Pour travailler avec moi. Et je me rappelle, j'étais avec ma copine de l'époque qui s'appelait Pauline. Et on rentrait chez nous. Et je lui disais, franchement, je crois que je vais arrêter, Pauline. Je peux plus, je suis fatigué. Je travaillais à 7h le matin jusqu'à 21h, 22h le soir, quasiment 7 jours sur 7. Je suis claqué, là, je peux plus, je vais arrêter. Et là, je lui dis, sauf si je trouve quelqu'un. Et en fait, on remonte la rue à Nancy. Et en fait, je vois de dos un de mes clients, qui est aussi un ami, qui s'appelle Romain, et qui est encore aussi dans la boîte aujourd'hui. Je dis, ouais, c'est lui qu'il me faut, en fait. C'est de dos comme ça, je me dis, c'est lui qu'il me faut. Et je lui dis, mais il faudrait que j'arrive à l'approcher, Romain, je sais pas comment. Et on a des amis en commun, etc. Et on va boire un verre. Et Romain, entre deux pintes, je lui dis, Romain, moi je sais que dans ton boulot actuellement, c'est pas la folie. Tu sais, j'ai un projet de jean super, et je crois que j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider là-dessus. Et on se serre la main, il me dit, vas-y, top là, lundi je suis chez toi. Je vois comment je peux t'aider, un peu, sur mon temps libre, déjà au début. Et après, peut-être 3 ou 4 mois plus tard, on commence un contrat aidé ensemble, et puis finalement, il est resté, et puis là, ça fait, 7 ans qu'il est là. Bienvenue dans l'ascenseur. Vous pouvez nous raconter où en est Dao depuis que vous êtes avec Romain dans ce business? En 2018, alors Denis Melin, elle s'appelle la référence, et on lance sur Ulule avec Romain, et c'est comme ça que j'ai dit à Romain, si on fait ce Ulule-là et que ça se passe bien, je t'embauche. Et donc je l'ai embauché. Et donc ça s'est très très bien passé, parce que en 2018, on fait top 3 mode sur la plateforme Ulule, on fait plus de 1000 précommandes en 40 jours. Et cette année-là, on fait 80 parutions presse, de Elle à TF1. Voilà, enfin, Rouge brosse tout. Et c'est comme ça que ça commence vraiment à démarrer. Mais alors après, il faut suivre. Ouais, il faut suivre, et c'est comme ça, en fait, que on rachète du matériel un peu plus neuf en termes de confection, parce qu'on confectionne toujours chez nous. Hein. Et à ce moment-là, mais cette fois-ci au premier étage de la boutique. Et donc, on structure le bas de la boutique en vraie boutique, et le premier étage, on fabrique nos jeans. Et Chantala, qui est ma première couturière de l'époque, que je forme moi-même,
Chantala, en fait, elle passait devant la boutique et elle me disait, en fait, voilà, je fais de la couture à la maison. J'ai fait de la couture à un moment et tout. Et elle me dit, est-ce que vous avez besoin d'une couturière? Je dis, vous faites quoi demain? Elle me dit, rien. Parce que là, je suis en fin de droit et puis, donc je cherche du travail. 53 ans elle avait à l'époque. 53 ou 52 ans à l'époque. Et on l'a emmenée jusqu'à la retraite. C'est génial. Et du coup, voilà, Chantala, première couturière. Et puis, de un jean, on passe à quasiment 8 à 9 jeans par jour. On commence à avoir des fournisseurs qui nous coupent nos jeans et puis nous, finalement, on fait que les monter parce que couper des jeans, c'était quand même assez long, etc. Et donc, on continue, et on commence et on grandit comme ça. Jusqu'au Covid. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles dans cette ascension sociale? Je sais pas, des gens qui ont voulu vous mettre des bâtons dans les roues, des gens qui se sont montrés racistes? Typiquement, oui. Après, moi j'ai eu beaucoup de chance, je pense, dans le sens où j'ai toujours eu des clients extrêmement bienveillants. En revanche, le racisme ordinaire qu'on va connaître, mais pour toutes les ethnies en France, que vous soyez maghrébin, africain ou je sais pas, en tout cas de couleur, qui va se voir. Oui, par exemple, à un moment donné, vous savez, quand j'ai des clients, c'est pas des clients, des gens qui rentrent chez moi dans ma boutique à Nancy ou Saint-Cruz-Saint-Nicolas qui me disent, au fait, c'est pas fabriqué par des petits Chinois? Je dis, non, écoutez, monsieur, vous allez prendre la porte, vous êtes gentil. Si c'est pour me faire parler comme ça dans mon propre établissement, non, voilà. Et ça, oui, j'en ai eu. Aujourd'hui, votre entreprise, c'est combien de salariés, combien de chiffres d'affaires? On est 10 salariés. Ouais. Et cette année, on est objectivé sur 1,2 million. De chiffre d'affaires? Ouais, chiffre d'affaires, voilà. Et du coup, on a deux sites. Un site de fabrication aujourd'hui, parce qu'on a séparé les deux. La boutique, c'est que la boutique. Et l'atelier, aujourd'hui, fait 470 mètres carrés. Avec, on est énormément investi dedans. Il y a 4 personnes à l'intérieur. J'ai une responsabilité de la logistique, Romain qui s'occupe en fait aujourd'hui de surtout les ventes. Et depuis cette année-là, c'est assez récent, donc j'ai mis un gérant à ma place. Et puis il y a aussi une chose, c'est que on a des gros projets, notamment le déplacement de la boutique actuelle à une plus belle adresse, plus prestigieuse, parce qu'on va s'installer Plastane. Alors, pour ceux qui connaissent la Place Stanislas, c'est l'une des plus belles places d'Europe, voilà. Et du coup, on va s'installer là. Et puis c'est une belle histoire qu'on essaye de signer, parce que comme j'ai commencé à Nancy dans un studio d'étudiants et me retrouver Plastane, c'est une super ascension. Vous vivez à Paris? Je vis maintenant effectivement à Paris, ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a motivé de venir vivre à Paris du coup? Je disais à Romain il y a 2 ans de ça, c'est assez vrai. Et je pourrais lui redemander. Je lui disais, j'aimerais bien sortir avec une asiatique. Je ne sais pas pourquoi en fait. À ce moment-là, je disais ça, alors que quand on regarde en fait toutes les femmes entre guillemets, pas non plus. Là, je suis pas un don géant. Mais voilà, à ce moment-là, je sentais bien que j'avais envie d'être avec une asiatique, parce que je pense qu'il y avait plus d'acquaintance qu'avec une fille européenne. Je sais pas pourquoi, j'avais ce truc-là à l'époque. J'avais envie de ça. Et finalement, je me retrouve. Alors, c'est assez précis, une asiatique de plus d'1m70 et qui, je suis sûr, habitera à Paris. Et en fait, je me retrouve avec une asiatique qui fait 1m72 et qui habite à Paris. Et donc, en fait, et puis on a eu un enfant ensemble. Et donc, je me retrouve à Paris parce que je disais à Romain, tu sais, je pense qu'à un moment donné, d'être à Nancy, c'est une chose, mais aussi un plafond de verre en termes de mode. On peut dire ce qu'on veut, la mode aujourd'hui, elle se passe à Paris. On a la chance d'avoir une capitale de la mode, d'avoir des groupes de luxe qui sont installés ici, et on voit bien toute la différence en termes de vente que ça peut avoir sur l'influence que ça peut avoir même sur une marque. D'être à Paris, de vivre à Paris, de pouvoir avoir tous les acheteurs internationaux qui viennent à Paris rien que pour la Fashion Week. Ce pouvoir d'attractivité là, et c'est bête, je lui dis, de pas s'en servir. Alors vous avez fait un grand chemin ascensionnel. Est-ce que changer d'étage, c'est forcément s'éloigner à jamais de son étage d'origine? On a souvent cette conversation-là, notamment avec Pierre, le gérant de ma boîte.
Et il vient d'un milieu aussi plutôt modeste. Et il me dit souvent, David, tu sais, j'ai pas envie de me perdre en faisant des jeans de luxe, ce genre de choses-là. Et je lui dis, tu sais, Pierre, tu es arrivé à ton stade aujourd'hui parce que tu as travaillé. Et les gens qui consomment les jeans Dao ont cette soif aussi de travailler. Ce sont aussi des travailleurs, des gens naturellement qui vont gagner leur vie parce que ça va être peut-être un jean à 150, 200 euros. C'est pas un jean excessif. Mais c'est pas non plus donné à tout le monde. Bien sûr. Voilà, sans excessif, on est encore abordable. Votre prix, c'est ça? Ouais, on est entre 150 et 200 euros aujourd'hui pour un pantalon chez nous. Et du coup, effectivement, et je lui dis, mais tu sais, moi, je suis fils d'ouvrier et aujourd'hui, j'ai envie de me payer un jean Dao, je peux. Parce que j'ai travaillé. Et parce que j'ai cherché aussi. Parce qu'un jean Dao, c'est assez confidentiel encore aujourd'hui. On n'est pas APC, on n'a pas une force de frappe comme ça. Et du coup, voilà, si les gens cherchent et ont envie de découvrir une vraie marque, il n'y a pas un storytelling tout écrit sorti d'une tête d'un bon communicant. Je pense qu'à un moment donné, l'histoire fait que c'est bien de la garder au chaud. Faut pas l'oublier lorsqu'on sait pas où on va. Faut savoir regarder en arrière parce que ça permet aussi de pointer du doigt là où on doit aller. De pas se perdre. De pas se perdre. Moi, j'ai perdu mes parents, mais c'est pas pour autant que je me dis que les autres c'est mieux. C'est juste que c'est comme ça et qu'il faut faire avec. En fait, il faut juste se nourrir de ça, de se dire, se nourrir de ça. C'est terrible de dire ça, mais se nourrir de ça plutôt que de le prendre d'une manière un peu négative. Vous avez vu, j'ai envie de pleurer. Bon, voilà, je pourrais aussi faire ça, mais j'ai pas envie parce que c'est pas dans mon tempérament et j'ai envie d'avancer. Et avancer, ça veut dire croiser des nouvelles personnes. Vous, Anne-Cécile, se retrouver dans cet appartement-là magnifique et de se dire, voilà, oui, on est aussi capable de discuter de ma vie telle qu'elle est, comme ça, dans un podcast. Et c'est... Donc en fait, vous revendiquez finalement de ne pas avoir connu beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Je pourrais dire à mon fils, j'ai plein d'histoires à te raconter. Mais si aujourd'hui je ne le fais pas, si je ne m'arrête pas, c'est parce que je crois que, il le disait très bien, c'est que si je suis à ma place, c'est parce que j'avais envie d'être à cette place et que j'ai envie de la garder parce que je crois que je suis le meilleur à cette place-là. Et je crois qu'en termes de mode responsable, si c'est pas moi qui suis à ma place, je pense que si on met quelqu'un d'autre, peut-être encore, il va répondre aux sirènes de la délocalisation, de fabriquer en Chine parce qu'on a besoin de faire des exercices comptables positifs, etc. Moi, j'ai pris une voie qui est terrible à prendre, qui est on a désindustrialisé un pays pendant 40-50 ans et aujourd'hui, je me retrouve avec rien pour faire, et je dois tout faire avec. Et donc, là-dedans, honnêtement, on morfle, là-dedans. Vraiment, c'est vraiment difficile. Et cette ascension sociale, aujourd'hui, moi, je me sens plein. J'ai toujours pas les dents qui rayent le parquet. Si j'ai les dents qui rayent le parquet, c'est avec moi-même. C'est comment me dire, je suis le meilleur mec demain que je suis aujourd'hui. Mon combat, c'est contre moi. Et aujourd'hui, moi, je suis très apaisé. Je me sens apaisé. Je sais pas si ça se ressent dans ce que je vous depuis tout à l'heure, mais je suis très apaisé avec mon histoire qui est terrible à entendre, et ma vie de famille aujourd'hui, et mon boulot. Il y a 3 mois en arrière, je vous aurais dit, non mais là, je peux plus. Il y a 3 mois en arrière, c'était hyper difficile. Je sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Mais voilà, aujourd'hui, je me sens hyper... peut-être parce que il y a quelqu'un d'autre qui gère pour moi aujourd'hui des aspects que j'avais pas envie de gérer. Et moi, j'avais juste besoin de me concentrer sur tout ce qui est créatif. Bienvenue dans l'ascenseur. C'est quoi donc le prochain étage? Le prochain étage, c'est aujourd'hui, on va dire que je suis le responsable créatif de ma marque et que à ce titre, je me suis beaucoup endetté et j'ai pas forcément beaucoup gagné d'argent. Moi, j'aime bien parler d'argent, ça me dérange pas. J'ai envie de gagner du pognon, un peu quand même, parce que j'ai ma femme, mon fils, j'ai envie de profiter. J'ai envie d'avoir on a un bel appartement à Paris, mais on est encore en location. J'aimerais bien pouvoir acheter. Et c'est des choses assez simples, oui, c'est pour partir en voyage. Un petit peu dans le sud de la France. J'ai envie de faire salon de Provence, Saint-Rémy de Provence. J'adore ces coins-là. J'ai envie que mon fils il puisse avoir l'éducation qu'il a envie d'avoir.
pas comme moi, où moi, mes parents, quand je leur ai demandé de faire une école de mode, ils m'ont dit « Mon fils, tu nous as bien regardé, c'est non. » Voilà. S'il a envie de le faire, j'ai envie de dire pourquoi pas. Aujourd'hui, on est assez confidentiel et j'ai envie qu'on soit quand même un peu plus connu parce je pense qu'on mérite de l'être, tout bonnement parce que on fait correctement notre travail, de manière totalement transparente. On fait des visites d'ateliers pour que les gens puissent comprendre notre métier. Et puis après, d'être bien installé en France, avec un chiffre d'affaires assez conséquent pour pouvoir se dire, voilà, on a établi, on a une maison qui a maintenant 12 ans. Est-ce qu'on va aller jusqu'à 20 ans, 25, 30, je sais pas. Et puis, c'est tout ce que je nous souhaite. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour permettre à plus de jeunes de prendre l'ascenseur social dans ce pays? Je crois qu'il y a une notion que on cultive pas beaucoup en France, que ce soit à l'école ou même dans notre entourage, dans nos familles, c'est la curiosité. Je pense que pour prendre l'ascenseur social, déjà, il faut être curieux. Il faut se dire justement que les codes qu'on a à la maison lorsqu'on vient de milieux de classe populaire, j'ai envie de dire ouvriers ou tertiaire, en fait, je crois que la curiosité, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe ailleurs. Comment on fait ailleurs? De pousser les portes et de dire visiter. Ça peut être visiter un musée, ça peut être aller au théâtre, ça peut être... je vous dis ça parce que je suis jamais allé au théâtre quand j'étais petit. Je suis allé à l'opéra la première fois, je voulais y aller moi d'ailleurs, parce que j'étais curieux. J'ai dû y aller la première fois, j'avais 18 ans. Et parce que je trouvais ça... des gens qui jouent la musique en vrai, je suis curieux, quoi. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? D'avoir cette curiosité-là. Aujourd'hui, je pense qu'on n'apprend pas assez la curiosité aux enfants, aux plus jeunes générations. Et puis, tout simplement d'être ouvert au dialogue. Souvent, ce qu'on nous gêne, moi j'étais comme ça, très hermétique. On pense qu'on a la science infuse à 18 ans et on pense que c'est ça. En fait, non, je pense qu'on gagne du temps lorsqu'on est un peu ouvert. S'il y avait un conseil à donner à un jeune en particulier qui voudrait vous prendre comme modèle pour progresser dans l'ascenseur social, ce serait quoi? Il y a vraiment une chose, c'est que pour changer de dimension, il faut avoir du cran aussi. Il faut pas avoir peur, encore une fois, de pousser les portes, pousser les têtes, et parfois de se poser, et de dire moi j'ai envie d'exister, j'existe, et j'ai envie qu'on me voie. Et j'ai envie de montrer ce que je fais. Le travail, le talent, ce qu'on veut. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'hyper important. Je pense qu'à un moment donné, sans cran, sans une petite estime de soi, c'est un truc un peu d'ego, un truc qui nous met un coup de pied aux fesses. On dit, allez, il faut que je sois à cet endroit-là. On y va. Y aller, quoi. Merci, David Ao. Merci, Anne-Cécile. Bienvenue dans l'ascenseur. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Mélim pour Actuali. Montage, Elisa Azogui-Burlac. Mixage et musique, Kevin O'Leary. Ce podcast est soutenu par L'Oréal University Leadership and Culture, qui forme au leadership inclusif, innovant et responsable. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles.